Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler autour du théorème des valeurs intermédiaires et ses conséquences. Et donc, il s'agit principalement de démontrer qu'une équation donnée admet des solutions ou même, d'accord, de déterminer le nombre total de solutions d'une équation donnée. Peu importe la fonction, d'accord, il s'agit juste de savoir résoudre ou bien de savoir trouver le nombre total de solutions de l'équation f de x égale à 0 pour une fonction donnée. Comme vous le savez tous, de base, par exemple, si j'attaque les polynômes, par exemple, si je prends une équation de degré 1, par exemple 2x plus 1, nous savons le nombre de solutions de cette équation. Et de plus, nous pouvons mettre la main, par exemple, sur la solution. Ici, la solution, c'est moins 1,5. D'accord? Si nous prenons les équations de degré 2, ax carré plus bx plus c, avec bien entendu a différent de 0, nous savons également le nombre total de solutions, d'accord, que peut avoir cette équation. Et donc, à partir du discriminant, nous savons que soit nous avons une solution unique, dans le cas où le discriminant est 0, soit nous avons deux solutions réelles distinctes, dans le cas où le discriminant est positif, soit nous n'avons pas de solution, d'accord, solution réelle bien entendu, dans le cas où le discriminant est inférieur à 0. La troisième chose, lorsque nous avons maintenant des équations de degré 3, d'accord, comme à notre habitude, il nous faut, d'accord, connaître au moins une solution particulière. D'accord? Pour déterminer les solutions de cette équation, il nous faut connaître une équation particulière. Donc, dans certaines situations, on nous guide. On peut nous dire, bon, voici une solution évidente. Et puis là, on sait ce qu'il faut faire. D'accord? Par la suite, on peut faire la division euclidienne. Ou bien, d'accord, on peut utiliser la méthode des coefficients indéterminés pour trouver, d'accord, tout le reste. Mais ce qui est important, c'est que à partir des équations de degré 3, on peut affirmer sans se tromper, d'accord, que nous n'avons pas de façon générale une méthode pour pouvoir trouver les solutions. C'est vrai, pour des cas beaucoup plus particuliers, nous pouvons faire des choses. Mais à partir des équations de degré 3, il nous faut, d'accord, des informations supplémentaires. C'est pareil, lorsque nous prenons maintenant les équations de degré 4, de degré 5, ainsi de suite. Mais quand même, en mathématiques, nous pouvons quand même savoir, d'accord, si la solution existe ou non, d'accord? C'est-à-dire que, est-ce que l'équation que nous avons en face de nous, même si nous ne pouvons pas mettre la main, d'accord, sur la solution, est-ce que nous pouvons quand même dire si la solution existe ou non? C'est exactement, d'accord, ce que va répondre, d'accord, le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires peut nous permettre de trouver le nombre, par exemple, ou bien en tout cas, de savoir si, d'accord, une équation possède des solutions ou non, d'accord, sur R. Mais avant d'énoncer cela, j'ai envie de mettre quelques commentaires. Donc, premier commentaire, je vous donne une fonction f définie d'un ensemble A à valeur d'un ensemble B. D'accord? Donc, si je prends B, un élément de grand B, c'est-à-dire de l'espace d'arrivée, d'accord? Je dirais que B admet un antécédent, si, d'accord, l'équation f de x égale à B possède
au moins une solution dans grand A. Possède au moins une solution. Possède au moins une solution dans grand A. C'est-à-dire que quoi? Si je peux trouver, d'accord, A élément de grand A tel que f de A donne exactement B. Dans ces conditions, je vais dire que le A que vous voyez là est un antécédent, d'accord, de B par la fonction f. D'accord? C'est très important, d'accord? Et donc, par exemple, dans le cas où B est égal à 0, par exemple, c'est un exemple simple que je donne, si B est égal à 0, d'accord? Je dirais que 0 admet un antécédent si l'équation f de x égale à 0 possède au moins une solution. Cela suppose simplement, ce sont juste des vocabulaires qu'il faut maîtriser lorsque, d'accord, vous travaillez, d'accord, avec les équations ou avec les fonctions, par exemple. Donc, par exemple, dans ce cas, je peux dire, par exemple, que moins 1 demi est un antécédent ou surnom est l'antécédent de 0 par la fonction que vous voyez ici. De la même manière, si je trouve par exemple une solution de cette équation, je peux autrement dire que cette solution-là est un antécédent de 0 par la fonction, d'accord, que j'appelle tout ceci. Donc, on va essayer maintenant d'énoncer ce que j'entends par le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, théorème. Ici, on se donne une fonction qui est continue sur un intervalle k. Continue sur un intervalle k. D'accord, donc la continuité, elle est vraiment importante. D'accord, je vais vous dire pourquoi tantôt. Donc, si vous avez une fonction qui est continue sur un intervalle k, d'accord, le théorème dit que si vous prenez deux éléments A et B dans k, d'accord, si désormais vous avez, d'accord, un réel y qui est compris entre f de A et f de B, alors y admet au moins un antécédent, très important, d'accord, au moins un antécédent, d'accord, que je peux appeler, disons, x ou bien x0, qui appartient à l'intervalle AB, tout simplement. Donc, c'est un théorème très fort, d'accord? Donc, il faut faire beaucoup attention à ce théorème-là, d'accord? Par exemple, si vous voulez, je prends par exemple ce graphe, d'accord? Et si vous voulez, je peux supposer juste ceci. C'est juste une fonction que je trace. Tout le monde est d'accord que cette fonction-là est continue quand même sur l'intervalle 0, d'accord, à plus l'infini, d'accord? Et donc, si je prends par exemple un réel ici, sur 0 à plus l'infini, que j'appelle A, et un autre réel que j'appelle B, le théorème dit la chose suivante, que si, donc je trace ceci, je trace l'horizontale, d'accord? Donc ici, nous avons f de B, et ici, nous avons f de A. Donc le théorème nous dit que si nous piquons un élément ici, que j'appelle Y, ou si vous voulez, je peux l'appeler Y0, nécessairement, cet élément-là admet, à cause de la continuité de la fonction, cet élément-là admet nécessairement un antécédent que j'appelle I0 qui appartient à l'intervalle AB. Ok, plus précisément, lorsque je dis que le Y0 admet au moins un antécédent, cela suppose, d'accord, en termes d'équation, que l'équation f de x égale à y0 admet au moins une solution.
Ça, c'est une autre manière de comprendre. Admet au moins une solution. Et cette solution appartient, d'accord, à l'intervalle AB. Donc, faites beaucoup attention parce que la continuité, elle est vraiment importante. D'accord? Elle est très importante. Par exemple, si vous prenez f de x égale par exemple à la partie entière que vous connaissez très bien de x. Et donc, je peux rester par exemple sur l'intervalle k que vous voyez là. Je peux prendre 2 par exemple à 4. D'accord? C'est clair que la fonction partie entière n'est pas continue sur cet intervalle-là. D'accord? Donc, du coup, si vous prenez 2 éléments, d'accord, vous pouvez ne pas avoir, c'est-à-dire que si vous prenez 2 éléments A et B, par exemple, je prends ici A égale, disons, 3 et B, par exemple, égale à 4. Donc, tout le monde sait que f de 3, parce que c'est la partie entière, on parle ici de la partie entière, ça va être égal à 3. F de 4, ça fait 4. Donc, le théorème dit que si je prends un élément qui est compris entre f de A et f de B, nous avons nécessairement un antécédent, au moins un antécédent. Mais ici, si je prends par exemple 3,5, tout le monde est d'accord que 3,5 est compris entre f de 3 et f de 4. Mais faites attention, 3,5 n'a pas d'antécédent par la fonction f. D'accord? Parce que nous ne pouvons pas trouver un x0 tel que sa partie entière donne exactement 3,5. On dit la partie entière. Ce n'est pas possible d'avoir la partie entière d'un réel qui vous donne 3,5. Ça, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, si ce théorème, si ça n'a pas marché dans ce cas, c'est parce que la fonction n'est pas tout simplement continue. Si la fonction était continue, ça va forcément marcher. Ça, c'est ce que dit le théorème des valeurs intermédiaires. D'accord? Parfait. L'une des conséquences immédiates, c'est simplement lorsque nous remplaçons le y0 dans le théorème de tout à l'heure par 0. Donc, je considère toujours une fonction qui est continue sur K. Et nous prenons par exemple petit a et petit b dans K, tel que f de A, par exemple, et f de B soit de signe contraire. Soit de signe contraire. D'accord? Donc, si f de A et f de B sont de signes contraires, cela suppose que 0 est compris entre f de A et f de B. Dire que les deux sont de signes contraires signifie que l'un est négatif et l'autre est strictement positif. D'accord? Et donc, si c'est comme ça, ça veut dire que 0 est strictement, d'accord, compris entre f de A et f de B. Par conséquent, ça veut dire quoi? Que l'équation f de x égale à 0 va admettre au moins une solution. Admet au moins une solution, d'accord, appartenant à l'intervalle AB. D'accord? Donc, c'est vraiment important lorsque vous êtes en train de résoudre les équations f de x égale à 0, d'accord, lorsque vous voulez montrer l'existence simplement des solutions, c'est vraiment important, d'accord, de se rappeler de ceci. Maintenant, jusqu'à maintenant, nous savons tout simplement que le théorème des valeurs intermédiaires, ou bien la première conséquence que nous venons de donner, nous permet de dire qu'il existe au moins, il ne nous dit pas le nombre exact de solutions. Donc, c'est vraiment un point très important qu'il faut garder. Mais si vous voulez connaître maintenant le nombre exact de solutions, d'accord, donc il y a un autre résultat qui dit que si vous avez f qui est continu sur un intervalle k et que f est strictement monotone, quand je dis strictement monotone, cela veut dire strictement croissante ou décroissante. Dans le cas où vous avez
par exemple, une fonction qui est dérivable, il s'agit tout simplement de montrer que cette fonction-là, que sa dérivée, pardon, est strictement supérieure à 0 sur k, donc strictement monotone sur k, alors f restreint à k à valeur dans f de k est une bijection. Et quand on parle de bijection, c'est quand même quelque chose, c'est un truc très fort parce que c'est tellement fort parce que désormais, chaque élément de f de k va admettre un unique antécédent. Parce que ne l'oubliez pas, une fonction est bijective lorsqu'elle est à la fois surjective et injective. Mais ce théorème-là vous donne directement la bijection et donc vous pouvez déduire les propriétés d'injectivité et de la surjectivité. Du coup, chaque élément de ceci désormais va admettre un unique antécédent. Cela suppose que peu importe le y0 que vous allez prendre dans f de k, l'équation f de x égale à y0 va admettre exactement, je dis bien exactement, une solution dans l'intervalle k. C'est un théorème très magnifique qui va nous permettre de répondre, d'accord, à notre question dans cet exercice. Parce que dans cet exercice, on nous dit de démontrer que nous avons exactement 3 solutions. C'est vraiment quelque chose qui est très... Donc, ce n'est pas seulement au moins 3 solutions, mais exactement. Il y a le au moins et il y a le au plus. OK. Donc, pour cela, nous allons commencer avec ce travail-là. Donc, nous allons nous concentrer sur le tout dernier théorème qui nous dit qu'il faut parler de la continuité, non seulement de la continuité, mais de la monotonie. D'accord? Donc, nous allons considérer ici le f parce que nous voulons résoudre ou bien trouver le nombre de solutions de l'équation tout ceci égale à 0. Donc, ce que je viens d'encadrer là, on va l'appeler f de x tout simplement. Donc, posons f de x égale x exposant 5 moins 209 x plus 56. Donc, ça, c'est notre fonction. Peu importe la fonction, ça peut être des fonctions rationnelles, ça peut être des fonctions avec des logarithmes népériennes, ça peut être des fonctions avec racine carrée. D'accord? On va juste se concentrer, voir si c'est une fonction qui est continue parce que ça va nous pousser vers le théorème des valeurs intermédiaires. Et après, si nous voulons exactement le nombre de solutions, nous allons essayer de voir si c'est une fonction qui est dérivable. Et donc là, ça va nous conduire exactement à ce petit résultat que vous voyez là. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On veut montrer, donc il faut faire attention. On veut d'abord montrer que cette équation admet exactement 3 solutions. Après, on dit donc, parmi les 3 solutions, 2 sont inverses l'une de l'autre. Ça, c'est une autre démonstration. On va le faire après. Et après, de déterminer ces deux-là. D'accord? Donc, c'est vraiment... Donc, on va d'abord se concentrer sur la première question. Il s'agit de démontrer que nous avons exactement 3 solutions, d'accord, réelles. Donc, c'est une fonction polynôme. Des fonctions polynômes, vous le savez, sont des fonctions qui sont très gentilles, qui sont continues, qui sont dérivables, surtout R. D'accord? Donc, nous allons l'écrire sans se gerner. On va dire f est continue. Je pouvais parler simplement de la continuité, mais comme je veux dériver, parce que je veux pour regarder si c'est strictement monotone après, donc je vais parler en même temps de la dérivabilité. Est dérivable sur R comme fonction polynôme, tout simplement. Donc, le premier point, c'est de regarder si vous avez la continuité et la dérivabilité sur le domaine. Comme c'est un polynôme ici, le domaine, c'est R. D'accord, il n'y a pas de souci pour ça. Nous allons maintenant passer à la dérivée. Quel que soit le x élément de R, f' de x, comme vous le savez très bien, pour dériver ceci, je descends le 5, ça fait 5, x exposant 4, moins, donc je dérive tout ça, ça fait moins 2209, tout simplement. Donc, il s'agit maintenant d'étudier le signe de ce que vous voyez là. Donc, pour l'étudier, je vais essayer de déterminer, disons,
les racines de ça. Donc, je vais poser tout ça égal à 0. Ou si vous voulez, on peut aussi factoriser tout simplement. Ça va être la même chose, d'accord? Parce que c'est facile à factoriser dans ce cas. Donc, je vais poser f' de x égale à 0 pour obtenir les solutions de cette équation. Donc, vous voyez, ça c'est facile à résoudre, mais ça, c'est pas facile à résoudre parce que nous n'avons pas, vous voyez, des éléments directement pour tirer x. Voilà pourquoi nous sommes en train de procéder en utilisant l'une des conséquences du théorème des valeurs intermédiaires. Vous voyez un peu? Donc, il faut un peu faire attention. Mais ça, c'est un polynôme, certes, de degré 4, mais c'est facile à résoudre parce que nous avons simplement le x exposant 4 qu'on peut isoler facilement. Donc, ici, nous obtenons 5x exposant 4 moins 209 égale à 0. Donc, 5x exposant 4 est égal à 209. D'accord? Et donc, x exposant 4 est égal à 209 sur 5. D'accord? Je n'ai pas besoin de simplifier. Ce n'est même pas... Si je cherche à calculer, ça va me donner un nombre à virgule. Donc, je le laisse comme ça. D'accord? Parce que le chiffre des unités pour le numérateur ne se termine pas par 0 ou par 5. Par conséquent, comme vous le savez, donc peut-être il faut faire attention, le x va être égal à la racine quatrième, d'accord, de 209 divisé par 5, ou le x va être égal à moins la racine quatrième de 209 sur 5. D'accord, quand c'est pair, quand l'exposant est pair, d'accord, nous avons deux solutions quand ceci est positif, d'accord? C'est comme la racine carrée, comme le cas où vous avez 2 ici. C'est la même chose. Si on avait 2 ici, on allait écrire racine carrée, qui est encore écrit tout simplement sans le 2. OK. Donc, nous avons deux solutions pour notre équation. Comme nous avons deux solutions désormais, d'accord, nous pouvons maintenant étudier le signe de ceci. Donc, je peux faire un tableau de signes facilement. D'accord? Donc, vous pouvez remarquer que ici, si vous voulez très bien, d'accord, cette fonction ne s'annule plus à part ces deux-là. Donc, d'ailleurs, l'une des conséquences du théorème des valeurs intermédiaires, c'est que si vous êtes sur un intervalle, si la fonction est continue sur un intervalle, si la fonction ne s'annule plus sur l'intervalle, elle va tout simplement garder un signe constant. D'accord? Donc, vous pouvez aussi garder, c'est une troisième conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. OK. Donc, signe de f' de x. Voilà. Allons-y. Donc, comme c'est simple ici, je vais simplement faire ça. Nous sommes sur moins l'infini plus l'infini. La première racine, la plus petite racine, c'est moins la racine quatrième de 209 sur 5. Et la plus grande, c'est plus racine quatrième de 209 sur 5. Voilà. Donc, nous avons tout ça. Tout ça. Donc, on cherche les racines de 5x exposant 4 moins, d'accord, 209 tout simplement. Donc, rigoureusement, ça fonctionne comme le cas du degré 2, mais faites beaucoup attention. Si c'est des fonctions, disons, qui ne sont pas polynomiales et tout, il faut un peu faire attention. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser le fait que si une fonction est continue sur un intervalle et qui ne s'annule pas, elle garde un signe constant. Ça veut dire quoi? Ici, notre fonction, par exemple, est continue, mais ne s'annule plus. Parce que les deux solutions de cette équation, dans R, sont exactement ça et ça. Donc, sur ces intervalles-là, notre fonction ne s'annule plus. D'accord? Donc, elle va garder tout simplement un signe constant. Donc, vous pouvez prendre un élément ici, l'évaluer et regarder son signe, puis vous mettez le signe ici. Vous prenez un élément ici, vous l'évaluez, vous mettez son signe là. Donc, par exemple, ici, comme ceci est négatif, ceci est positif, la plus simple valeur, c'est 0. Si j'évalue ceci en 0, j'obtiens moins 209. Donc, je mets moins au milieu ici, tout simplement. D'accord? Vous faites la même chose ici, vous choisissez une valeur beaucoup plus simple. Je pense que si vous calculez ceci, vous obtenez moins 2, quelque chose. Donc, vous pouvez prendre moins 3, par exemple. Et quand vous évaluez, vous constatez que c'est vraiment positif. Par conséquent, nous allons mettre plus ici. Vous faites la même chose de ce côté, vous avez plus. Voilà le signe en quelque sorte. Ce qui nous permet de dire que, quel que soit le x élément de l'intervalle moins l'infini,
à moins racine quatrième de 209 sur 5, union racine quatrième de 209 sur 4 à plus l'infini, nous avons que f' de x est strictement supérieur à 0. Et quel que soit le x élément de l'intervalle moins racine quatrième de 209 sur 5 à racine quatrième de 209 sur 4, f' de x est strictement inférieur à 0. Donc, on peut parler maintenant du sens de variation. Ainsi, deux points, f est strictement croissante sur chacun des intervalles que vous voyez ici. Sur chacun des intervalles. On peut même fermer ceci. D'accord? Également ça. Donc, je peux même ajouter le dernier point ici. F' de moins racine quatrième de 209 sur 5 est égal encore à f' de racine quatrième de 209 sur 5 est égal à 0. D'accord? Et donc, on va dire que la fonction f est strictement croissante sur chacun des intervalles. Donc, je peux même écrire ça en même temps. Donc, sur moins l'infini à moins racine quatrième de 209 sur 5 et sur, d'accord, je peux fermer comme je le disais tantôt là. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Parce que c'est seulement un nombre fini que nous n'avons pas, comment appelle-t-on, le strict égal à 0, le strict supérieur à 0, le strict inférieur, voilà. Et donc, sur également racine quatrième de 209 sur 5 à plus l'infini. Donc, secondo, f est strictement décroissante sur l'intervalle moins racine quatrième de 209 sur 5, racine quatrième de 209 sur 5 égale. Voilà, vous voyez, notre intervalle de départ qui est R est désormais scindé en 3 domaines. Voilà le premier domaine. Ça, c'est le deuxième domaine. Ça, c'est le troisième domaine. Donc, nous allons essayer maintenant d'étudier la solution maintenant sur chaque domaine. On va voir dans chaque domaine. Parce que vous voyez, le truc le plus fort ici, c'est que la fonction est désormais strictement croissante. Comme c'est strictement croissante sur ça, ça veut dire que probablement, s'il doit y avoir des solutions ici, on ne peut qu'espérer une seule solution. S'il doit y avoir des solutions ici, on ne peut qu'espérer une seule solution. S'il doit y avoir des solutions ici, on ne peut qu'espérer une seule solution parce que la fonction est continue et strictement monotone sur chacun des domaines. Vous voyez pourquoi dans la question, on vous a parlé de 3 solutions. Exactement 3 solutions. Mais il faudra montrer que nous avons les 3 solutions. C'est-à-dire, il faudra montrer que 0 appartient à l'ensemble image. Très important. Donc, nous allons calculer l'ensemble image de chaque domaine. D'accord? Voilà. Donc, calculons. Premièrement, nous allons calculer f de l'intervalle moins l'infini à moins racine quatrième, d'accord, de 209 sur 5. Voilà. Donc, faites beaucoup attention parce que je l'ai expliqué ici au tout début. Il ne faut pas perdre les choses. Parce que désormais, quand on se restreint à chaque intervalle, nous avons une bijection. C'est la bijection qui nous permet de dire qu'il suffit de voir si 0 appartient à cet ensemble. C'est ça, c'est l'ensemble image de l'intervalle K. Très important. OK. Donc, puisque la fonction est strictement croissante sur ce domaine-là, pour calculer son ensemble image, je vais simplement conserver, d'accord, les positions en calculant ici. Ça va faire exactement la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Et ici, ça va être simplement f de racine quatrième de 209 sur 5 tout simplement. Vous voyez? Parce que la fonction est strictement croissante. Mais c'est quoi la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x? En réalité, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini
de x à la 5, d'accord, moins 209x plus 5, plus 56, excusez-moi. Mais puisque nous avons un polynôme, la limite à l'infini, c'est la limite de son monôme le plus haut degré. Quand x tend vers moins l'infini, et ça fait moins l'infini. Maintenant, on continue. F de l'intervalle, ça c'est le second maintenant, ceci. F de l'intervalle moins la racine quatrième de 209 sur 5, c'est égal à quoi? C'est égal à moins, donc je remplace tout simplement, moins la racine quatrième de 209 sur 5, le tout exposant 5, moins 209 fois moins racine quatrième de 209 sur 5, d'accord, plus 56. Ce qui nous préoccupe surtout, c'est le signe, d'accord? Si on arrive à trouver le signe, c'est déjà le plus important. Et donc ça fait quoi? Donc ça fait moins la racine quatrième de 209 sur 5, le tout exposant 5, plus 209 racine cinquième de 209, racine quatrième, pardon, de 209 sur 5, plus 56. Donc ici, comme vous le savez déjà, je peux dire que ça fait moins racine quatrième de 209 sur 5, le tout exposant 4 d'abord, à cause de ce 4-là, fois la racine quatrième de 209 sur 5, parce que nous en avons jusqu'à 5 facteurs. Plus maintenant 209 multiplié par la racine quatrième de 209 sur 5, plus les 56. Mais ça, c'est exactement ce qui est à l'intérieur. Ça fait moins, d'accord, 209 sur 5 multiplié par la racine quatrième de 209 sur 5, plus 209 racine quatrième de 209 sur 5, plus 56. Donc, on prend en facteur tout ça. D'accord, ça nous fait 209 moins 209 sur 5. Tout ceci, racine quatrième, d'accord, de 209 sur 5, plus 56. Mais ça, il est positif, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez calculer. Ça fait exactement 836 sur 5. D'accord? Racine 5 quatrième, pardon, de 209 sur 5 plus 56. Donc ça, c'est f de moins racine quatrième de 209 sur 5. C'est juste le signe qui nous intéresse. Donc ça, c'est positif. Vous voyez? Donc, on obtient quoi? On obtient f de, d'accord, moins l'infini à moins racine quatrième de 209 sur 5, qui nous donne exactement l'intervalle moins l'infini à f de moins racine. Je n'ai pas envie d'écrire tout ça, mais si vous voulez, je peux juste l'écrire. Ce n'est pas aussi trop grand, pas aussi trop gros, on peut l'écrire. Et donc ça, c'est quoi? C'est 56 plus 836 sur 5, racine quatrième de 209 sur 5, fermé. Donc on voit que ceci est positif, ça veut dire que 0 appartient bien entendu à ce domaine-là. Donc 0 appartient à l'intervalle f de moins l'infini à moins racine quatrième de 209 sur 5. Par conséquent, l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution, une unique solution que je peux appeler alpha, appartenant à ce domaine-là que vous voyez ici. Vous voyez? Appartenant à l'intervalle moins l'infini, d'accord, à l'intervalle moins racine quatrième de 209 sur 5. Je peux fermer comme je peux l'ouvrir, il n'y a pas de problème parce que la bijection est réalisée sur ça. Il n'y a aucun souci lorsque je ferme. Vous voyez, j'ai une seule solution. Je dois procéder de la même manière pour les deux autres intervalles. C'est la même méthode. D'accord? Si vous voulez, je vais le répéter, mais je vais aller beaucoup plus rapidement. Donc, nous allons calculer maintenant la même chose, mais on va le faire sur l'intervalle maintenant. Racine quatrième de 209 sur 5 à plus l'infini. Donc ça, la fonction est également croissante. Donc ça fait exactement f de racine quatrième de 209 sur 5. D'accord? À la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x.
Mais si je calcule rapidement la limite, lorsque ins tend vers plus l'infini de f de ins, c'est-à-dire de ins exposant 5 moins 209 ins plus 56, j'obtiens plus l'infini. Pourquoi? Parce que ça fait exactement la limite du monôme le plus haut degré. D'accord? Et donc, ça fait exactement plus l'infini. Maintenant, je vais calculer f de racine quatrième de 209 sur 5. Et ça, comme vous le savez très bien, ça fait racine quatrième de 209 sur 5. Le tout exposant 5 moins 209 fois racine quatrième de 209 sur 5 plus les 56. Mais ceci, comme vous le savez très bien, ça fait exactement 209 comme tout à l'heure, multiplié par racine quatrième de 209 sur 5 moins 209 racine quatrième de 209 sur 5 plus 56. Et donc ceci, ça fait les 209 sur 5 moins 209. Là, je suis en train de factoriser. Vous voyez, fois la racine quatrième de 209 sur 5 plus 56. Donc ceci me donne moins, parce que ça fait juste l'opposé de ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Ça fait moins 836 sur 5. 836 sur 5 fois la racine quatrième de 209 sur 5 plus les 56. Donc ça, c'est le f de racine quatrième de 209 sur 5. Vous voyez un peu? Mais ça, il est négatif. C'est facile à faire. Parce que si vous divisez déjà tout ceci, si vous divisez déjà tout ça, vous trouvez déjà moins 167. Ceci est déjà un nombre qui dépasse 1. C'est 2, quelque chose. Et donc, quand on fait la somme, on trouve quelque chose qui est inférieur à 0. Par conséquent, nous obtenons que l'image du second intervalle, qui n'est rien d'autre que ça, racine quatrième de 209 sur 5, à valeur à plus l'infini, c'est exactement égal à tout ça, qui est un nombre négatif. Je peux écrire juste f de racine quatrième de 209 sur 5 à plus l'infini. Comme ceci est négatif, ça voudra dire que 0 appartient à cet intervalle. Donc 0 étant élément de l'intervalle f de racine quatrième de 209 sur 5 à plus l'infini, alors l'équation f de ins égale à 0 admet exactement une solution, une unique solution. Donc, comme je le disais, ce que je vais faire ici, je vais ouvrir ici. Ça me permet d'être sûr que nous avons les trois solutions. Comme je le disais, j'ai la possibilité d'ouvrir, il n'y a aucun souci là-dedans. Je n'ai pas de contrainte majeure. Donc la solution est bien sur ce domaine-là. Et donc, voilà. Donc, f de ins égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle, d'accord, racine quatrième de 209 sur 5. Voilà. Le dernier, ça va être juste l'intervalle moins racine quatrième de 209 sur 5 dans l'intervalle et racine quatrième de 209 sur 5. Ça, c'est décroissante. Comme c'est décroissante, je vais d'abord calculer l'image de ceci. Ça fait f de la racine quatrième de 209 sur 5. Et puis, je calcule après l'image de ceci, racine quatrième de 209 sur 5. Mais comme vous le savez déjà, ceci est négatif, ceci est positif. Donc 0 appartient bien entendu. Donc c'est comme le théorème que j'ai rappelé tantôt en disant que si les deux sont de signe contraire, nécessairement 0 appartient aux deux. Donc 0 appartient à f de ceci, moins racine quatrième de 209 sur 5, racine quatrième de 209 sur 5. Alors, l'équation f de ins est égale à 0 admet, d'accord, exactement une solution dans l'intervalle moins la racine quatrième de 209
D'accord. Voilà, racine 4e de 209 sur 5. Vous voyez? Donc, au total, puisque vous voyez, en ces valeurs-là, en ces valeurs particulières, nous avons que le résultat final n'est pas 0. Donc, ces valeurs-là ne sont pas des solutions particulières. Donc, au total, nous avons quoi? Donc, au total, nous avons exactement 3 solutions. Nous avons 3 solutions réelles dans R tout simplement. Ok, maintenant on passe à la deuxième question. La deuxième question, on nous dit de montrer que parmi les 3 solutions qu'on vient de trouver, parce que vous savez, c'est un polynôme de degré 5. D'accord, nous avons 2 solutions réelles. Ça voudra dire que les 2 autres solutions vont être, disons, complexes entre griffes. D'accord, même si on n'étudie pas les complexes ici. C'est toujours bien de le savoir. Maintenant, on nous dit que parmi les 3 solutions réelles, de démontrer que il y a 2, d'accord, parmi les 3 qui sont inverses l'une de l'autre. D'accord? Donc, il s'agit de prouver que, on va reformuler le problème. Reformulation, d'accord? Il s'agit, d'accord, de montrer qu'il existe, bien entendu, un réel non nul, bien entendu, A, d'accord, tel que, d'accord, tel que A et 1 sur A, d'accord, soit des solutions, soit solution de notre équation f de x égale à 0. C'est ce qu'on nous demande de prouver. On dit de montrer que l'une, d'accord, il y a 2 qui sont inverses, d'accord, l'une de l'autre. Autrement, on dit que, puisque le produit est égal à 1, comme vous le savez très bien, je fais rapidement un résumé. Le produit, c'est x1, par exemple, fois x2, d'accord. Si nous posons S, par exemple, la somme des 2, cela signifie qu'on veut montrer tout simplement que, d'accord, il existe, d'accord, un S, parce que si les 2 là existent, d'accord, ça voudra dire que quoi? Ça voudra dire que les 2 sont solutions de l'équation x carré moins sx, comme vous savez le faire très bien, plus p égale à 0. Mais p ici, c'est égal à 1. D'accord? Ça veut dire qu'il existe, ça veut dire qu'on nous demande de montrer tout simplement qu'il existe un S, d'accord, tel que, d'accord, x carré moins sx plus 1, soit un facteur de, d'accord, x exposant 5 moins 209x plus 56, tout simplement. Parce que si ceci est un facteur de ça, ça veut dire que toute solution de ça, toute racine de ceci est encore racine de tout ça. Et donc, si toute racine de ça est racine de ça, d'accord, or les 2 racines de ceci vont avoir comme produit égal à 1 tout simplement. Vous voyez un peu? Donc, nous allons chercher ce S-là. Il y a 2 façons de le faire, par exemple. La première méthode, c'est d'utiliser la division euclidienne. La deuxième méthode, d'accord, c'est d'utiliser la méthode de coefficients indéterminés. D'accord? Donc, nous allons commencer par quoi? Peut-être la méthode de coefficients indéterminés. Donc, nous allons poser x exposant 5 moins 209x plus 56. On va le poser sous la forme x carré moins sx plus 1 facteur de... Donc, comme ceci est de degré 2, d'accord, le deuxième facteur va être un polynôme de degré 3. Donc, à cause du fait que le coefficient dominant ici est 1, ici également 1, donc le coefficient du monôme de degré 3 va être également 1. Donc, on obtient x au cube plus ax carré, pardon, plus bx plus c, tout simplement. Donc, on va chercher, d'accord, ces coefficients-là pour que nous, c'est le C simplement, c'est le S qui nous intéresse. Si on trouve S, c'est fini. Maintenant, si on trouve A, B, C aussi, c'est pour retrouver le deuxième facteur. Mais ce n'est pas ce qui est demandé. Nous, on cherche simplement le S tel que ceci, d'accord, soit un facteur de ce polynôme-là. Donc, je vais développer tout ça. Nous développons. Donc, nous allons prendre
ins carré moins s ins plus 1, facteur de ins 3 plus a ins carré plus b ins plus c égale. Donc, on va développer. Si je développe, je vais essayer de faire un développement de façon technique. Ça fait ins exposant 5 plus, entre parenthèses, je vais maintenant prendre les termes de degré 4. Pour avoir les termes de degré 4, il faut prendre ins carré fois ce ins carré qui nous sort a. Donc, je mets a ici. Après ça, il faut prendre ceci, multiplié par le terme de degré 3, ce qui nous donne moins s tout simplement. D'accord? Donc, ça fait moins s multiplié par ins exposant 4. Maintenant, on va prendre les termes de degré 3. Pour avoir les termes de degré 3, il faut prendre ins carré fois le x qui nous donne b. Donc, je prends b. Maintenant, les termes de degré 3, il faut maintenant prendre ceci fois ins carré qui nous donne moins sa. Donc, je fais moins sa fois ins exposant 3. Donc, on fait pareil pour ins carré. Pour ins carré, je fais la même chose. Et donc, j'obtiens alors plus c. D'accord? Ins carré, ça fait moins sb. D'accord? Maintenant, ins carré également, il reste 1 fois ceci. Ça va faire plus a fois ins carré. Maintenant, les x, le terme en ins, d'accord? Ça me fait maintenant quoi? Entre parenthèses, les termes en ins, ça me donne moins sc. Terme en ins plus tout simplement b. Et le dernier, c'est le terme constant qui donne juste c. D'accord? Si on fait une identification, ça voudra dire que exactement ceci donne 0 parce qu'il n'y a pas de monôme de degré 4 ici. D'accord? Donc, pas identification. Donc, la méthode d'identification. Pas identification. Qu'est-ce que nous obtenons? Nous avons que, si vous voulez, je peux commencer par C d'abord, le terme constant. Donc, C va être exactement égal à 56. D'accord? A moins S maintenant va être égal à 0. Je continue. B moins SA, c'est le terme de degré 3. D'accord? Donc, on regarde très bien le terme de degré 3. Ici, j'ai marqué un coefficient ici, excusez-moi. Le terme de degré 3, nous avons ceci, ça fait le premier terme. Nous avons ceci, le deuxième terme. Nous avons aussi ceci, plus 1. D'accord? Très important, hein? Plus 1. Il s'agit de développer et de faire correctement les choses. OK. Donc, plus 1 égale à 0 également parce qu'il n'y a pas de terme de degré 3. Maintenant, terme de degré 2, maintenant, ça fait C moins SB plus A égale terme de degré truc là aussi, ça n'existe pas. Maintenant, le terme de degré 1 maintenant, ça fait moins SC plus B maintenant égale au terme de degré, au coefficient du terme de degré 1. Ça, on le connaît, c'est moins 209. Et puis voilà ce que nous avons. Il s'agit de résoudre ce système. Mais c'est bon, le C est connu. On va récupérer A. A, c'est égal à S. D'accord? A est égal à S. On continue maintenant. B moins SA, c'est égal à moins 1. C'est-à-dire que B peut aller directement. B est égal, là je prends la troisième équation. B égale à, disons, SA moins 1. Or A c'est égal à S. Comme A est égal à S, ça fait S carré moins 1. D'accord? Maintenant on passe troisième. C est égal à quoi? C est égal à SB moins A. Or, le S, ça fait S. Le B, c'est S carré moins 1. D'accord? Moins A. A, c'est égal à S. Donc, moins S. D'accord? Donc, ça fait, si vous voulez, ça fait S carré. S au cube, pardon. D'accord? Moins 2S. Voilà. Et donc, la dernière équation, c'est ceci qu'on va prendre. D'accord? On va simplement dire que nous avons moins S facteur de le B, c'est quoi? C'est S carré. Pardon, le C, pardon. Il faut bien faire les choses. Nous sommes avec l'équation là.
Donc, ça fait moins 56S parce que C, c'est égal à 56. Plus le B, B, c'est S carré moins 1. Et puis égal à moins 229 et 209. Donc, on obtient S carré moins 56S plus 208 égal à 0. Donc, on calcule le discriminant. Ça fait 56 au carré moins 4, disons, fois A fois C. Donc, nous calculons ce discriminant et nous trouvons exactement 48 au carré. Donc, nous cherchons maintenant la première racine, S1. Bon, sinon S1. On constate que S1, c'est moins B, comme vous le savez déjà. Ça fait 56. Moins la racine carrée de ça qui donne 48 sur 2A. Et puis S2, ça fait 56 plus 48 sur 2. Et donc, quand vous faites 56 moins 48, vous tombez sur 8. 8 sur 2, ça fait 4. Et de l'autre côté, vous obtenez S2 égale à 52. D'accord? Parfait. D'accord? Maintenant, on va tester. D'accord? Puisque nous avons des équations ici. On teste ici parce qu'on voudrait que, disons, parce que si on remplace ici C ici, C c'est 56, donc on obtient ici avec cette équation-là, il faut bien regarder, nous obtenons S au cube moins 2S égale à 56. D'accord? Mais si vous remplacez le S2 égale à 52 dedans, vous voyez que ici déjà c'est déjà trop grand. D'accord? Donc ça ne marche pas, mais le 4 marche. Il suffit de tester, le 4 marche. Donc S7 égale à 4. Donc le S est égal à 4. Donc comme S7 égale à 4, comme je le disais, c'est terminé normalement. On devait juste vérifier, calculer le A. A aussi c'est égal à S, ça fait 4. B c'est égal à S carré moins 1. Pour ceux qui veulent calculer, ça fait 16 moins 1, ça fait 15. Et puis le tout est joué, le C est connu, donc on peut réécrire notre polynôme. Donc x exposant 5 moins 209 x plus 56 en réalité, ce n'est rien d'autre que x carré moins 4x plus 1. D'accord? Multiplié par, d'accord, x au cube plus, le A aussi c'est 4, ça fait 4x carré. Le B c'est égal à 15, 15x. Et puis le C, c'est égal à 56. Vous voyez, ça, c'est la factorisation, si vous le voulez bien. Mais celui-là, d'accord, on peut calculer rapidement et constater que nous avons effectivement de solutions pour cette équation-là. Donc, on calcule le discriminant. Ça fait 4 au carré. Bon, si vous voulez. Moins 4 fois 1 fois 1 également. Ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne 16. D'accord, moins 4 qui nous donne 12. C'est positif. Par conséquent, ceci admet, par conséquent, x carré moins 4x plus 1 admet deux racines réelles distinctes. D'accord? Avec, on peut les appeler x1, x2, x1, x2, avec x1 multiplié par x2 égale à 1. Parce que ça, c'est le produit. Le produit, c'est C sur A. Vous comprenez? A ici, c'est 1. D'accord? Donc, c'est exactement ça ce qu'on nous demande de faire. Donc, vous pouvez en même temps calculer la somme. La somme des deux, en fait, si vous voulez, c'est exactement le S qui est ici. C'est égal à 4. La somme des racines, c'est égal à 4. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui veulent ça. Maintenant, nous devons chercher maintenant, c'est la dernière question. On nous demande de chercher ces deux-là. Donc, il suffit de résoudre. Nous avons déjà le discriminant qui est égal à 12. On va simplement calculer les deux racines. Donc, le x1, on peut calculer en disant que ça fait moins b, c'est-à-dire 4, moins la racine de 12 sur 2a, qui nous donne 4 moins 2 racines de 3 sur 2. D'accord? Et donc, ça fait 2 moins racine de 3 tout simplement. Et x2, ça fait 4 plus racine de 12 sur 2, ce qui nous donne 2 plus la racine de 3. Donc, les deux racines, en fait, d'accord, sont exactement ça et ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'on nous demande de faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.